Retour à présent sur le décès survenu cette semaine de Mikhaïl Gorbatchev, l'artisan de la fin de la guerre froide, laquelle qui avait déstabilisé le monde pendant un siècle, avec bien sûr son impact en Afrique. Et nous en parlons aujourd'hui avec Abdelhak Bassou, expert en sécurité et en stratégie de défense. Il est également professeur affilié à la faculté de gouvernance et des sciences économiques et sociales de l'université polytechnique Mohamed VI. Abdelhak Bassou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Je le rappelle, Mikhaïl Gorbatchev a été un des grands artisans de la fin de la guerre froide. Quel a été l'impact de ces choix politiques sur notre continent? Existe-t-il aujourd'hui un héritage de la politique de Gorbatchev en Afrique? D'abord, je crois qu'on ne peut pas parler vous parlez d'impact, bien sûr, mais on ne peut pas parler d'une politique spécifique de M. Gorbatchev à l'endroit de l'Afrique. Je crois que durant ces 6 ans de ces choix politiques vis-à-vis de l'Afrique plutôt. Il n'en avait presque pas. Je crois qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de l'Afrique durant ces 6 ans. Il était beaucoup plus absorbé par cette idée de restructuration, de réforme du système de l'Union soviétique. Donc, on ne peut pas vraiment parler de choix politiques envers l'Afrique. Il était beaucoup plus occupé à expliquer aux Occidentaux son ambition pour l'URSS dans un climat plus détendu. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a un impact. Les pays africains ont été impactés par l'action, si l'on veut, ou par l'ambition de Gorbatchev. Notamment ceux qu'on appelait les régimes rouges en Afrique, donc les pays qui étaient à obédience un peu communiste, socialiste. Dans ces pays donc, qui ont vu leurs parrains soviétiques annoncer la perestroïka, donc une politique de restructuration, annoncer la glasnost, donc une politique de transparence où tout le monde dispose du droit de s'exprimer sur le fonctionnement, de dire ce qu'il en pense. Donc ces régimes africains d'obédience soviétique en Afrique ont compris que quelque chose est en train de se passer, qu'ils doivent changer, qu'ils doivent se transformer, sinon disparaître. Enfin, quand je dis disparaître, je fais surtout allusion au régime de Mengistu Haile Mariam, donc le négus rouge d'Éthiopie, dont le régime va tomber en 91. Mais également, d'autres pays ont commencé à le sentir. Donc, en Angola, au Mozambique, on avait commencé un peu à penser des processus démocratiques, sous la pression de l'Europe d'ailleurs, qui était devenue plus exigeante en matière de démocratie, de multipartisme, de droits de l'homme. Donc voilà, ces pays ont dû être un peu amenés à réviser leur processus de gouvernance. Voilà comment ils ont été impactés. Je crois que c'est de cette manière-là. De toute façon, à la fin et à la disparition de l'URSS, c'est des régimes qu'on dirait peut-être orphelins de l'URSS. Et aujourd'hui, où en sont les relations entre l'Afrique et la Russie? Quels sont les enjeux et intérêts du continent, mais aussi de Moscou, de développer des liens sur le plan géopolitique et militaire? Bon, d'abord, ce retour de la Russie en Afrique, il se fait en capitalisant un peu sur les acquis de l'URSS. L'URSS qui était partenaire de plusieurs régimes en Afrique. Et la Russie d'aujourd'hui, donc quand elle se présente en Afrique, elle se présente en tant qu'État continuateur de l'URSS. Mais la première remarque sur ce retour, si l'on veut dire, de la Russie, on ne sait pas si c'est une arrivée nouvelle ou un retour, mais toujours est-il qu'il y a deux remarques. Le premier, c'est que le levier idéologique sur lequel reposait l'URSS pour son entrée ou pour son entrisme en Afrique n'est plus pertinent aujourd'hui. Donc ce n'est plus l'ère des idéologies. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'économie, le développement. Donc l'idéologie ne trouve pas sa place. Le deuxième, c'est que le levier économique, c'est-à-dire qui est important aujourd'hui, est un peu au-delà de la portée de la Russie, vu la faiblesse de ses performances en matière d'économie.
Donc, quand on voit, par exemple, échange économique, la Russie n'est pas au niveau de la Chine, avec ses 130 milliards, plus encore que 130 milliards. Donc, la Russie n'est qu'à quelques 20 milliards, donc avant la Covid, un peu moins que la Turquie même, donc loin derrière la Chine, derrière l'Inde, derrière les USA, derrière l'Europe. Et qu'en est-il sur le plan militaire? Voilà, c'est que les échanges un peu qui fleurissent de la Russie, c'est un peu dans la continuité de l'URSS, c'est sur l'aspect sécuritaire. Par exemple, on le voit entre 2017 et 2019, une période où l'on préparait le sommet de Sochi, 20 accords militaires avaient été signés entre la Russie et des pays africains. Dans ces accords, qu'est-ce qu'on trouve? Vente d'armes. Et d'ailleurs, en parlant de vente d'armes, il faudrait peut-être signaler que 44% des importations d'armes en Afrique sont russes. Donc, on a 44% de l'armement qui est en Afrique est importé de Russie. Si vous prenez les USA, ce n'est que 17%, vous prenez la Chine, ce n'est que 10%. Et l'autre aspect de ces accords, c'est également les instructeurs militaires, la formation. Donc, beaucoup de pays africains s'appuient sur la Russie pour la formation, pour la restructuration de leurs armées. Et le troisième aspect, c'est un peu ces compagnies privées de sécurité et de défense, le citeront notamment Wagner. Donc, et là, il y a un aspect sur lequel peut-être entre l'idéologie et le militaire, c'est que la Russie, à partir de 2018, va se présenter avec son acquis en Syrie. Son acquis en Syrie, une victoire sur le terrorisme, tel que le présente la Russie, et surtout le fait que la Russie n'abandonne pas ses alliés. C'est-à-dire qu'il a soutenu Bachar militairement jusqu'à ce qu'il puisse le remettre un peu de rester en place. Est-ce que cela n'a pas eu des conséquences, notamment sur les raisons de sa présence en Afrique, surtout le cas du Mali, où on a fait appel à la Russie pour mieux lutter contre l'extrémisme violent, contre l'avancée, disons, des groupes terroristes? Voilà, c'est-à-dire que c'est une capitalisation sur la réussite en Syrie, et donc pour dire que nous, la Russie, on peut y arriver. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent y arriver vraiment ou est-ce qu'ils ne peuvent pas y arriver? C'est vraiment, je crois, un autre volet. Est-ce que la Russie pourrait faire au Mali plus que la France n'a fait? Ça, personnellement, je ne crois pas parce que la Russie n'a pas les moyens de faire au Mali ce qu'elle a pu faire en Syrie. En Syrie, la Russie a pu profiter de la présence des milices iraniennes qui ont pu occuper le terrain à chaque fois que l'aviation russe a fait le travail. Au Mali, je ne crois pas qu'il y ait une force pour occuper le terrain. Donc, c'est un autre problème. Donc, c'est une autre question. Abdelhak Bassou. Sur cette coupe, oui. Allez-y. Oui. Très rapidement. Un autre domaine, c'est un peu l'activité de l'agence nucléaire russe Rosatom en Afrique. Ce sont plusieurs accords sur la création de centres de recherche nucléaire, de centrales nucléaires, donc de la technologie nucléaire. Il reste, je crois, un dernier mot, c'est sur la question de l'agriculture des fertilisants. Et là, c'est beaucoup plus à l'occasion de la guerre d'Ukraine d'évoquer un peu la dépendance de certains pays africains du blé russe. Vous parlez de 100% pour la Somalie, de 21% pour l'Égypte, Soudan 75%, et puis de certains pays à plus de 60%. Et je citerai seulement le Rwanda, la RDC, le Sénégal, la Tanzanie, Madagascar. Dernier point, c'est que la Russie, malgré si vous voulez, cet essor de la coopération militaire, ne dispose pas de base militaire. Par exemple, à Djibouti, la Russie est absente. Elle est en train de négocier avec l'Érythrée, mais ce n'a pas encore abouti. Abdelhak Bassou, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité et en stratégie de défense et que vous êtes également professeur affilié à la faculté de gouvernance et des sciences économiques et sociales de l'Université polytechnique Mohamed VI. Merci.